Newly released search warrants are giving us more details about the investigation into the death of an Irish father in Davidson County. His name is Jason Corbett. His wife Molly and her father Thomas Martins are charged with his murder. Nous nous rendons aux États-Unis pour notre affaire, dans l'État de Caroline du Nord. Je vais vous parler de Jason Paul Corbett. Jason est né le 12 février 1976 à Limerick, en Irlande, au sein d'une fratrie de 8 enfants. Il est le fils de Rita et John. Alors qu'il est encore jeune, il fait la connaissance de Margaret Fitzpatrick par le biais d'une amie commune. Les deux jeunes gens tombent amoureux et se mettent en couple. Ils se marient dans les années qui suivent et fondent une famille en accueillant 2 enfants, Jack et Sarah. La famille vit à Limerick, où le couple Corbett a fait construire une magnifique maison. Mais malheureusement, un drame va survenir. Margaret décède en 2006 suite à une crise d'asthme. Jack a 2 ans, tandis que Sarah a 3 mois seulement. Jason se retrouve démuni avec 2 jeunes enfants à charge. Quand on voit tout ça, on ne peut que être triste face à cette situation. Jack a à peine connu sa maman et Sarah n'est qu'un petit bébé. Ici, j'imagine même pas ce que la famille a dû endurer à ce moment précis. La tristesse devait être énorme, ça c'était sûr. La perte d'un proche c'est jamais facile, et parfois pour certains, on s'y remet jamais vraiment. Lors de cette période difficile, Jason est soutenu par ses proches tant bien que mal. Il tente d'assurer un quotidien stable pour ses 2 bambins, mais il doit également subvenir financièrement à leurs besoins. Il a un poste à responsabilité et ne peut pas demeurer trop longtemps loin de sa fonction. L'homme reprend le chemin du travail, mais pour ce faire, il doit trouver quelqu'un pour s'occuper des enfants en son absence. Jason se rapproche alors de plusieurs agences de jeunes filles au pair et engage plusieurs personnes. Aucune d'entre elles ne peut être présente pour Jason et ses enfants sur le long terme, ce qui perturbe l'équilibre familial. Jason est en train de réfléchir à trouver une solution durable. Pour lui, ça ne pouvait plus durer aussi longtemps. En 2008, soit 2 ans après le décès de Margaret, Jason se lance dans la recherche d'une nounou, capable de prendre soin de ses enfants. C'est de cette manière que Molly Martens entre dans la vie de la famille. Molly Martens répond à une offre d'emploi que Jason a postée sur Internet. Elle lui envoie son profil avec de très belles références prouvant qu'elle a de l'expérience. Jason décide de la rencontrer et le courant passe bien. Le père de famille l'embauche et Molly fait la connaissance des enfants. Ici, je vous propose de faire une petite présentation de qui est Molly Martens. Molly est originaire de l'État de Caroline du Nord et elle a grandi au sein d'une famille stable et assez aisée. Elle est la fille de Sharon et Thomas Martens, que l'on nomme plutôt Tom, et elle a 3 frères. Monsieur Martens a été agent pour le compte du FBI. Il a exercé pendant 31 ans sa fonction, notamment dans le contre-espionnage au Oak Ridge National Laboratory dans le Tennessee. Elle a été élue reine de beauté par le passé et a occupé quelques jobs dans le milieu du mannequinat. À ce moment-là, elle résidait à Knoxville dans le Tennessee, où elle a vécu une relation amoureuse avec un homme prénommé Case Magin. Le couple vivait d'ailleurs ensemble quand Molly a pris la décision de devenir fille au pair. La jeune femme de 24 ans s'envole pour l'Irlande en mars 2008 afin de prendre poste chez Jason Corbett. Molly est heureuse au sein de sa famille d'accueil et les enfants l'aiment bien. Jason, quant à lui, est satisfait de la situation. Il était plutôt content. Molly et Jason se rapprochent au fur et à mesure et tombent amoureux. Ici, je fais une petite parenthèse et je vous pose la question suivante. Pour vous, est-ce que c'est correct de flirter avec sa nounou ? Enfin, je sais pas, mais voyez la vision. Tu engages une nounou qui s'occupe de tes enfants et petit à petit, tu la dragues et elle terminera par être la mère de tes enfants. Ce que je veux dire par là, est-ce que pour vous, c'est une manière saine de rencontrer quelqu'un ? Voilà, c'est une petite question que j'avais dans mon esprit. J'attends vos petits débats dans les commentaires. Donc tout se passe à merveille, ils sont en couple et les enfants sont contents de la situation. Ça se passe très bien avec eux également. Sarah et Jack se sentent suffisamment à l'aise en présence de Molly pour l'appeler maman. Lorsque la relation amoureuse est établie, Molly exprime de plus en plus son désarroi face à la maison dans laquelle la famille réside. Elle renferme tous les souvenirs de la première union de Jason avec Margaret et cela lui déplaît fortement. Molly a un comportement lunatique au quotidien. La compagne de Jason a l'impression de vivre dans l'ombre de sa première femme depuis le début de leur relation. Molly se dit qu'en vendant la maison de Limerick, la famille pourrait prendre un nouveau départ. Jason prend en compte la demande de la jeune femme et le domicile familial est vendu. Les Corbett se trouvent une nouvelle habitation, mais les sauts d'humeur de la jeune femme perdurent. En réalité, elle ne supportait plus la vie en Irlande. Elle souhaitait rentrer aux États-Unis. Jason fait le nécessaire pour trouver un emploi aux États-Unis
et il va dégoter un poste convenable dans l'État de Caroline du Nord. Là, il est temps de préparer le déménagement. Il achète une nouvelle maison et la famille Corbett s'envole finalement pour le pays dont Molly est originaire. Franchement, je trouve qu'à ce stade, Jason est plutôt très gentil. Faire tout ça pour sa femme, franchement, moi je trouve ça beau. Il va vendre sa maison, en acheter une nouvelle, changer de pays, trouver un nouvel emploi. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est juste énorme. Donc là, clairement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on pouvait pas trop lui reprocher quoi que ce soit pour l'instant. Plutôt très gentil et le mec fait des concessions. Quoi de plus? Donc comme je le disais, ils achètent une nouvelle maison. Elle est immense, composée de 4 chambres et située sur un vaste terrain. Le lieu idéal pour se forger de nouveaux souvenirs. Le mariage du couple est célébré en 2011, après leur déménagement. Une grande fête est organisée et c'est Jason qui se charge de toutes les dépenses. La réception est somptueuse. L'homme a beaucoup de cœur et il veut satisfaire sa jeune épouse. J'ai cru comprendre qu'il a fait un virement de 80 000 $ sur un compte bancaire appartenant à son beau-père afin que Molly puisse équiper et meubler la maison. Jason n'est pas mécontent de cette nouvelle vie aux États-Unis. Son emploi lui plaît, il s'adapte à sa nouvelle vie américaine. Malgré ce changement de vie radical, il n'oublie pas d'où il vient. L'homme rend régulièrement visite à ses proches en Irlande avec Jack et Sarah. Il n'a pas envie que ses 2 enfants oublient leurs racines. Si le quotidien semble correct au premier regard, la vie de famille des Corbett est loin d'être idyllique. Molly est toujours difficile à vivre, et Jason et elle rencontrent un gros désaccord au sujet des enfants. La jeune femme souhaiterait adopter légalement les enfants, mais le père de famille refuse. Je ne sais pas quelle raison ici il a avancé, mais je me demande si ça n'a pas un lien avec la mère des enfants. Peut-être que Jason avait peur que si Molly devenait la mère de Jack et Sarah sur le papier, cela effacerait un peu plus Margaret de leur vie. Ce désir de Molly provoque de grosses tensions au sein du couple, et celles-ci n'ont de cesse de s'accentuer. Jason fait part à sa famille de ses discordes et du fait qu'il songe à quitter sa femme. Limerick lui manque et il envisage de revenir avec Jack et Sarah. Le 2 août 2015, sur les coups de 3 heures du matin, Tom Martens prend contact avec le numéro d'urgence américain, le 911. Il indique à l'opérateur que son gendre, Jason, et sa fille Molly se sont battus et qu'il a dû intervenir. Tom demande de l'aide car Jason est dans un état préoccupant. Il admet par la suite avoir frappé son gendre à la tête afin de porter assistance à sa fille. Jason l'étranglait et menaçait verbalement de la tuer. L'opérateur guide Molly Corbett et Tom Martens afin qu'ils puissent donner des gestes de premier secours à Jason. L'appel va durer au total 14 minutes, le temps qu'une ambulance arrive dans la maison familiale. Jason Corbett est retrouvé mort dans sa chambre, dans sa propre maison. L'homme a été sauvagement battu, et un petit détail terrible, son crâne a été écrasé. Le meurtrier s'est acharné sur la victime, ne lui laissant aucun moyen de s'en sortir. Jason a seulement 39 ans au moment de sa mort. Molly Corbett ainsi que son père, Tom Martens, sont interrogés par la police. Père et fille assurent que la mort de Jason est intervenue dans le cadre de la légitime défense. Tom et Sharon se trouvaient en vacances chez la famille au moment des faits. L'ancien agent du FBI révèle aux enquêteurs avoir entendu une dispute violente entre Molly et son mari. Il a même perçu des coups. Tom indique à sa femme de rester dans leur chambre, située au rez-de-chaussée de la maison des Corbett, et il quitte la pièce avec une batte de baseball qu'il avait l'intention d'offrir à Jack. Il s'est précipité dans la chambre du couple et a surpris Jason en train d'étrangler sa fille. Le père va dire à Jason de lâcher Molly à plusieurs reprises. Jason ne l'écoute pas et devient menaçant envers son beau-père. Comme son gendre ne lâche pas prise, Tom se met à le frapper à l'aide de sa batte. Tom Martens est loin de décrire son gendre comme un homme agréable. Jason était un homme cruel, violent et autoritaire. Molly s'est quant à elle munie d'une brique, se trouvant dans sa chambre et a tenté de frapper son mari avec. Jason aurait crié sur elle à plusieurs reprises, répétant « Je vais la tuer, je vais la tuer !» La jeune femme se sentait menacée. Molly et son père sont conduits au poste de police afin d'être pris en photo et que leurs vêtements soient récupérés, devenant des pièces à conviction. Ici, j'aimerais revenir sur l'histoire de la brique. Là, on est en train de se dire pourquoi un tel objet se trouvait dans la chambre conjugale. Ça paraît très bizarre d'avoir une brique dans sa chambre. Molly assure que l'objet se trouvait sur sa table de chevet et qu'elle devait la peindre pour un projet artistique avec Jack et Sarah. T'as beau me dire que c'est pour un projet artistique, perso, je trouve ça bizarre d'avoir une brique. Je sais pas, avoir une brique, c'est quand même très louche. Personnellement, j'ai pas de brique ou de pierre sur mon chevet.
Enfin, je sais pas, c'est bizarre dit comme ça. Donc à ce stade, leur histoire de légitime défense, c'est très très louche. La scène de crime est prise en photo. Des taches de sang sont découvertes sur le lit conjugal, ainsi que sur un mur à proximité. La batte de baseball ensanglantée se trouve à proximité du corps, ainsi qu'une brique qui a également servi comme une arme. Des traces de lutte sont retrouvées dans la salle de bain. Les investigations débutent sur les lieux du crime. L'examen du corps de Jason Martens, réalisé le lendemain, est sans équivoque. L'homme est décédé suite à un traumatisme crânien. Il a reçu plusieurs coups répétés à la tête. L'expert médico-légal compte au total un minimum de 12 coups. 12 coups. À ce stade, c'est plus défendre, c'est plus de l'acharnement. La tête de Jason présente de nombreuses lacérations, écorchures, contusions ainsi que des fractures. Il a souffert de plusieurs hémorragies internes. Son torse et ses extrémités présentent également des ecchymoses. Cela laisse penser que la victime a tenté de se défendre face à un ou ses agresseurs. Les enquêteurs ont de sérieux doutes concernant Molly Corbett et Tom Martens. En effet, les deux individus n'étaient pas blessés le soir de la prétendue altercation avec la victime. Ils ont été pris en photo la nuit même des faits. Et s'ils présentent des traces de sang sur leurs vêtements et sur eux, ils ne présentent aucune trace de coup. C'est comme si la lutte présentée comme motif d'attaque n'avait jamais existé. D'après le récit des deux parties, Molly était en train de se faire étrangler par son mari quand son père est intervenu dans la chambre. Mais bizarrement, la veuve ne présente aucune marque de strangulation. Les traces de sang ont été mesurées sur la scène de crime afin de déterminer la position de la victime au moment de sa mort. D'après les experts présents, il est clair que Jason Corbett se trouvait au sol alors qu'il recevait la plupart de ses coups. La description faite de la lutte dans la chambre du couple Corbett ne correspond pas vraiment aux éléments retrouvés sur la scène de crime. La visite des parents de Molly Corbett pose alors question. Cette arrivée où la nuit passée dans la maison du couple ne semblait pas prévue. Les enquêteurs se demandent aussi pour quelle raison Tom Martens n'a pas hésité à prendre la batte de baseball, supposée ici être un cadeau pour Jack. Le père de Molly n'a pas hésité une seule seconde avant de se rendre à l'étage pour voir ce qui se passait, et il a pris avec lui la fameuse batte de baseball. Et là, comme la police, on peut comprendre que c'est assez étrange. Le mec n'a pas hésité une seule seconde et a pris cette arme. Je ne sais pas à quelle heure les Corbett sont arrivés chez les Martens. Il était peut-être suffisamment tard pour que les enfants soient couchés. Ça semblait comme calculé. Pourquoi arriver directement avec une arme dans la chambre conjugale? Normalement, tu es chez ta fille et ton beau-fils. Ici, sincèrement, je pense pas qu'il est venu pour lui offrir la batte. La coïncidence serait beaucoup trop idéale. Les enfants de Jason sont interrogés dans le cadre de l'enquête par un assistant social. Jack et Sarah ont assisté à certains épisodes violents, des disputes. Cependant, concernant la batte de baseball utilisée pour tuer Jason Corbett, Jack assure qu'il en avait reçu une l'été dernier. Des photos du garçon tenant une batte similaire ont été transmises aux autorités. Elle semblait déjà présente sur place, à portée de main, quand Tom Martens a voulu apporter son aide à sa fille. Après le décès de Jason Corbett, d'importants retraits d'argent sont réalisés sur les comptes bancaires partagés entre Molly Corbett et la victime. Les enquêteurs, en interrogeant les proches de Jason, ont connaissance d'un projet que peu de personnes savaient. La victime faisait régulièrement des voyages vers l'Irlande avec sa famille afin que ses enfants demeurent proches de ses racines. Il prévoyait un nouveau voyage et a demandé à son épouse de ne pas l'accompagner. Jason n'avait pas l'intention de revenir aux États-Unis d'ailleurs. C'était un voyage sans retour, donc ses intentions étaient claires. Le mariage arrivait à son terme. Alors que l'enquête sur le meurtre de Jason suit son cours, un autre combat se déroule, celle de la garde des enfants. Molly est déterminée à les garder auprès d'elle, mais le testament de son mari joue en sa défaveur. Il indique que Jack et Sarah doivent être confiés à la sœur de Jason, Tracy Lynch, et son mari. De nombreuses preuves sont apportées au tribunal concernant les soucis de comportement de Molly Corbett, et cela ne joue pas en sa faveur non plus. Tracy reporte notamment un fait de violence à l'égard de Jack, scène à laquelle elle a assisté. Elle n'avait pas supporté que le garçon l'éclabousse. Suite à ça, elle l'a traîné dans la cuisine et lui a placé la tête sous l'eau. Tracy et d'autres personnes criaient à Molly d'arrêter, mais en vain. Jason avait tenté de s'interposer, mais son épouse l'avait repoussé. Molly insistait auprès des enfants pour qu'ils l'appellent maman, ce que Jack a refusé de faire pendant une certaine période.
L'implication de la jeune femme auprès des enfants semble tourner à l'obsession. Un autre événement était survenu lors du mariage de Molly et Jason en 2011. La jeune épouse était visiblement stressée et elle a crié sur Jason ainsi que le mari de Tracy. Molly a fait partir une de ses demoiselles d'honneur ainsi que ses propres enfants. Ce comportement a perduré les années qui ont suivi. Le juge statue qu'en vertu de la citoyenneté irlandaise des enfants, Jack et Sarah devaient être accueillis par Tracy et son mari David. Ils ont gardé un lien important avec leurs proches, et le tribunal estime également que les parents des orphelins auraient souhaité que cela se déroule ainsi. Molly tente d'empêcher le départ de Sarah et Jack pour Limerick, ce qui n'est pas du tout apprécié par la famille Corbett. Elle est interprétée comme une tentative de plus de la part des Martens pour les faire souffrir. Les enfants repartent vivre en Irlande. En janvier 2016, Molly Corbett, 32 ans, ainsi que Tom Martens, 65 ans, sont arrêtés par les autorités. Père et fils sont tous les deux accusés de meurtre au 2e degré. Meurtre sans préméditation. C'est à partir de ce moment-là que l'affaire prend une tournure médiatique très importante. Un homme qui aurait été tué non seulement par son épouse, mais par le père de cette dernière, ancien agent du FBI, cela choque. La presse américaine et particulièrement la presse irlandaise relaie sans cesse des articles traitant de l'affaire. Nous allons revenir en arrière sur le passé de Molly. La jeune femme a en réalité menti et caché de nombreux aspects de sa vie. Lorsqu'elle a postulé à l'annonce de Jason Corbett concernant la garde de ses enfants, elle a transmis des expériences qui étaient fausses. D'ailleurs, elle a été hospitalisée dans un établissement traitant des troubles de santé mentale en Géorgie. La jeune femme souffrait de bipolarité. Les changements d'humeur dont elle fait preuve en présence de Jason au sein de la maison, après l'officialisation de leur couple, est en partie due à sa maladie. Le père de famille n'est visiblement pas au courant. En 2013, 2 ans après le mariage, Molly se rapproche d'un avocat. La jeune femme souhaite se renseigner sur la marche à suivre pour se séparer de Jason tout en obtenant la garde de ses enfants. On ne sait pas exactement pour quelle raison, mais elle ne va pas au terme de sa démarche. Dans les mois qui suivent, c'est Jason qui envisage de mettre fin à son couple. S'il en a parlé au préalable à sa famille, il confie ce désir à sa femme. Molly fait une description contraire à ce qu'on connaît de son mari décédé. Elle révèle aux enquêteurs que Jason a changé de visage quand il est arrivé avec elle aux États-Unis. L'homme est devenu contrôlant et avait tendance à se mettre plus facilement en colère. La jeune femme assure que son mari était même violent physiquement et verbalement envers elle. Elle a d'ailleurs enregistré une dispute entre elle et son mari 6 mois avant sa mort, le 17 février 2015. Ce soir-là, les deux époux étaient au téléphone et discutaient du dîner car c'était le soir. Molly préparait de la soupe pour les enfants et s'apprêtait à les servir. Jason a été contrarié car il se trouvait encore au travail et aurait voulu assister au repas avec ses enfants. Sa femme lui a demandé s'il voulait également de la soupe à son retour et il lui a dit que non. En rentrant, Jason et Molly ont discuté et la jeune femme a proposé de faire des crêpes pour tout le monde. Jason, qui semblait déjà agacé par le fait de ne pas pouvoir participer au dîner, a refusé et la discussion a tourné à la dispute. Molly a demandé à Jack de quitter la pièce et de les laisser seuls. Le père de famille a indiqué à son épouse qu'elle était ignorante et impolie et qu'elle n'avait pas à demander aux enfants de partir. Sarah et Jack, qui ont alors 9 et 11 ans, demandent à leur père d'arrêter de crier. Le procès de Molly Corbett et de Tom Martens s'ouvre en 2017, soit 2 ans après le décès de Jason Corbett. Il doit durer 7 semaines au total. Les enfants de ce dernier sont présents afin d'affronter la femme qui a partagé leur vie pendant plusieurs années. Jack a 17 ans et Sarah 15 ans. Ils veulent des réponses, comprendre ce qui s'est passé cette fameuse nuit où leur père a brutalement perdu la vie. Ils sont accompagnés par la sœur de leur père, Tracy Corbett Lynch, son mari Dave, ainsi que leurs enfants Dean et Adam. Ici, je trouve que les 2 adolescents sont très courageux. Ils ont perdu leurs parents de manière si soudaine et vécu avec une belle-mère relativement manipulatrice. Donc franchement, je sais pas comment ils ont fait pour surmonter tout ça, mais ils étaient très forts. Et heureusement que la famille de Jason était là pour les soutenir. La défense assure que la victime était violente depuis un certain temps avec son épouse. La défense s'appuie sur une photo de Molly où on repère un hématome au niveau de son cou. La jeune femme et Jason avaient eu un différend quelques semaines auparavant, qui s'était soldé sur l'étranglement de Molly. La vidéo de la dispute de février 2015 est diffusée. On peut y voir Jason y perdre son sang-froid face à Molly alors que les enfants sont encore dans la pièce. Il ne fait pas preuve de violence mais il est assez méchant dans ses propos.
Un ancien policier du nom de John Gard a présenté un autre cliché pris en 2013. Cette fois-ci, la jambe de Molly Corbett sur laquelle on aperçoit plusieurs ecchymoses. L'ancien représentant de l'autorité assure que ces marques sont survenues suite à une altercation violente entre les deux époux Corbett. Le procureur Parker n'est pas vraiment enclin à accepter cette preuve, dans le sens où John Gard ne possède aucune qualification en criminologie. Il pense plutôt que l'homme a été attendri par les dires de Molly lors de ses témoignages auprès des autorités. L'accusation s'exprime également. La jeune femme est loin d'être présentée comme une victime de violence conjugale. Au contraire, c'est plutôt Molly Corbett qui a eu recours à la violence. Des proches de la victime s'expriment à la barre. Les mensonges de l'accusée sont évoqués. Elle a menti à plusieurs reprises au sujet de son passé. Molly Corbett s'est présentée comme une nageuse olympique, une enseignante, s'est apparemment occupée d'un petit garçon de 6 ans en tant que parent d'accueil et a été éditrice de livres. Et toutes ces choses sont fausses, complètement fausses. Donc on sait ici que c'était vraiment une menteuse et une manipulatrice. Elle savait comment arriver à ses fins et ça passait par le mensonge. Les procureurs ont affirmé que Molly Corbett et Tom Martens ont tous les deux battu Jason Corbett cette fameuse nuit du 2 août 2015 alors que la victime dormait. Tom a utilisé une batte de baseball, comme mentionné lors de son appel auprès du 911, et Molly une brique. Il y a certainement eu tentative de droguer la victime afin de faciliter la mise à mort. Jason a reçu des coups même après sa mort, et Molly et Tom auraient attendu pour prendre contact avec les secours. Les procureurs pensent que Molly souhaitait à la fois récupérer la garde de Jack et Sarah, mais également la police d'assurance de Jason. Le contrat prévoyait le versement d'une somme de $600 000 à la mort du père de famille. À l'issue du procès, Molly Corbett et Thomas Martens sont reconnus coupables de meurtre au 2e degré. Ils sont tous les deux condamnés à une peine maximum de 25 ans de prison. Une demande en appel est faite à l'issue du procès par les procureurs. La Cour d'appel de l'État a annulé les condamnations de Molly Corbett et de Tom Martens en 2020 et père et fille sont libérés. Un nouveau procès doit avoir lieu concernant cette affaire. Après avoir soigneusement examiné le dossier et la transcription, avec un tel cas, il est compliqué de présenter une défense complète et significative. C'est ce que va dire le juge présidant l'audience. La Cour estime que les accusés n'ont pas pu mener à bien leur défense et que la procédure, ayant lieu dans le comté où le meurtre est intervenu, a joué en leur défaveur. La famille de la victime est désemparée de voir qu'une nouvelle procédure doit s'ouvrir au sujet de l'affaire. Le second procès doit s'établir dans un autre comté. Il s'ouvrira vers la fin octobre 2023, dans le comté de Forsyth. La veille, Molly Corbett, 40 ans, et Tom Martens, 73 ans, ont accepté un plaidoyer de culpabilité. En acceptant de plaider coupable, la peine d'incarcération est ainsi revue à la baisse. Les audiences pour déterminer la nouvelle peine de prison mettent 8 jours. Si une peine de 9 ans est pressentie, le juge de la Cour supérieure David Hall condamne les accusés à une peine de minimum 4 ans. Molly et Tom ayant été incarcérés à l'issue du premier procès de 2017, une demande de libération est possible pour eux d'ici les mois suivants. La presse donne plusieurs versions de peine aux accusés. J'ai lu 4 ans pour l'un et 6 ans pour l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si pour vous c'est juste ou injuste. On était parti au début sur 25 ans de prison tous les deux et maintenant c'est revu énormément à la baisse. Case Magin, l'ex-conjoint de Molly Corbett, sort un livre concernant la relation tumultueuse entretenue avec la jeune femme pendant 1 an, entre 2007 et 2008. Case vivait avec la jeune femme avant qu'elle ne vive en Irlande et a assisté à la dégradation de son état de santé mentale. Le jeune homme était au courant que Molly était bipolaire et qu'elle prenait un traitement. Elle a pendant un moment connu un épisode de rechute et s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. La jeune femme a eu pour projet de devenir fille au père dès sa sortie, ce que Case n'a pas pris au sérieux. Molly a trouvé un poste et s'est envolée pour l'Irlande rapidement. La jeune femme n'a pas maintenu le lien avec son petit ami, ce que ce dernier n'a pas compris. Au bout de 10 jours, elle lui a écrit un mail, dans lequel elle s'excusait pour tout, mais la relation n'a pas survécu. Case avait l'impression que la jeune femme lui mentait constamment tout au long de leur relation amoureuse. La sœur de la victime, Tracy, a également sorti un livre au sujet de l'affaire. Elle souhaitait par ce biais redorer le blason de son frère. Jason Corbett a malheureusement été décrit comme une personne violente, ce que ses proches nieront toujours. Tracy dresse un portrait peu flatteur de son ex-belle-sœur, qu'elle décrit comme une femme fatale et une manipulatrice,
n'ayant pas hésité à utiliser les enfants. La sœur de Jason pense que Molly n'a jamais aimé son frère et que les deux meurtriers ont comploté pour tuer le père de famille. Début décembre 2023, un article de presse renseigne que le site internet du département de services correctionnels de Caroline du Nord pour adultes admettent que Molly Corbett et Tom Martens devaient être libérés dans la semaine. Le 8 novembre, les deux accusés avaient été renvoyés en prison afin de purger la fin de leur peine. Père et fille, suite au procès en appel, doivent encore purger une peine d'incarcération de 7 mois dans une prison d'État. La rectification a été faite afin de correspondre à la réalité. Les accusés sont éligibles à une libération à partir de juin 2024. La famille de Jason Corbett tente de se reconstruire suite à la nouvelle condamnation des deux accusés. Les proches souhaitent reprendre leur vie et honorent toujours la mémoire de Jason. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire et j'attends avec impatience vos avis la concernant. Personnellement, je trouve ça assez dingue de tuer quelqu'un et de prendre aussi peu. Parce que là, avec tous les éléments qu'on a vus, pour moi, ils sont coupables, il n'y a pas de doute. Ils l'ont tué sauvagement avec une batte de baseball et une brique et ils vont prendre juste quelques années de prison. Dit comme ça paraît tellement absurde. En consultant les articles de presse, j'ai trouvé regrettable de ne pas avoir plus d'éléments sur la scène de crime par exemple. Les accusés ont rapidement admis avoir provoqué la mort de Jason Corbett, mais il aura fallu 6 mois pour qu'il soit incarcéré, pour homicide involontaire, eux qui plaidaient la légitime défense. Cependant, certaines preuves laissent entendre que la victime était à terre quand elle a reçu certains coups. Elle était peut-être même endormie au début de l'attaque. La famille Corbett a connu son lot de tragédies. Après le décès de Margaret, c'est Jason qui a été tué, de la main de son épouse et de son père. La famille de Jason a vu les Corbett quitter l'Irlande pour les États-Unis et le père de famille est décédé 4 ans plus tard dans sa propre maison. Jason avait exprimé son souhait peu de temps avant son intention de quitter sa femme et de rentrer à Limerick. Si la parenthèse américaine avait bien débuté, elle avait viré au cauchemar. Ici, j'ai une pensée particulière pour Sarah et Jack, qui ont perdu leurs parents alors qu'ils étaient tout jeunes. Ils se sont retrouvés vivre auprès de leur famille paternelle à Limerick sans Jason malheureusement. Ils sont aujourd'hui presque à la majorité ou jeunes adultes et j'ose espérer que leur famille a tout fait pour les protéger. Je tiens à présenter mes condoléances à la famille de la victime si jamais un proche de Jason Corbett vient à passer par là. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici mes amis. Pour ceux qui sont toujours là, venez me faire un petit coucou sur mon Instagram, Mogota Sama. Je vous attends et je vous répondrai juste à la fin de cette vidéo. Et venez pas me dire des choses bizarres, je vous vois certains. Bande de fourbes. Soyez gentils et mignons, bordel. Et partagez-moi des petites stories de bouffe. Je vous repartagerai. Bref, je vous attends nombreux. Comme ça, on pourra continuer à discuter ensemble après cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette histoire, même si elle était très triste. Sur ce, prenez bien soin de vous et vos proches. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.